Bonjour à tous, très chers fans de catch, ici Kozak. J'aimerais tellement vous dire que je suis trop content de vous parler parce que c'est mon premier WrestleMania. C'est mon tout premier WrestleMania et j'aimerais vous dire que je suis tellement heureux de parler enfin d'un WrestleMania. Après tout, c'est la période de catch la plus excitante. Et non, je suis pas heureux de le faire, non pas parce que le show était pas bon, mais parce que j'ai déjà fait ça, j'y recorde 40 minutes. 40 minutes où vous parlez de ce show. Tout ça pour que ça ne sert à rien puisque je me rends compte que mon micro était pas bien branché. Et que je dois tout recommencer du début jusqu'à la fin. C'est la dure vie que je dois vivre actuellement. Mais heureusement, heureusement que ce show était suffisamment bon pour que ça ne me dérange pas tant que ça d'en reparler. Oui, peut-être que je vous ai fait peur, mais non, j'ai bel et bien aimé ce WrestleMania 39. 7 ou 8 matchs dans cette carte, et je vais vous dire un truc, il n'y a qu'un seul match que j'ai pas aimé. Tout le reste était au minimum jouissif. Au minimum, c'est dire, c'est dire. Non, on était sur un très très bon show, et ça fait plaisir de parler de ce WrestleMania 39, puisque je pense que si la seconde nuit est à la hauteur de cette première nuit, on a affaire là à un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. Vraiment, je place là, ici, vous faites ce que vous en voulez. On va parler de ce show du premier match jusqu'au dernier match en analysant point par point, performance, segment, storyline, résultats, etc., etc. Et ce show s'ouvre avec le championnat des États-Unis. Austin Theory défend son titre face à John Cena. Austin Theory, c'est quelqu'un que je trouve hyper prometteur. Si vous suivez cette chaîne, vous savez ce que j'en pense. Je trouve que c'est un très très bon lutteur. Il me rappelle un jeune Randy Orton. Il me rappelle un peu cette vibe-là. Et là, il va avoir affaire à John Cena. Il l'avait annoncé je crois que sur les réseaux, il y a 1 an ou 2 ans. Il avait annoncé qu'il avait un dream match, c'était affronter John Cena. Et là, il l'affronte sur la plus grande scène du monde. Et en parlant de scène, cette scène de WrestleMania 39, WrestleMania Goes to Hollywood, est très très belle, très très classieuse, pas trop grandiloquente. La scène principale, le stage, fait référence à une ouverture, à une entrée de gros cinéma hollywoodien. C'est cool, ça fait le taf, et ils ont vraiment soigné leurs entrées. Donc, comme je dis, Austin Theory accomplit ici son rêve, catché contre sa plus grande idole, et cette dernière, John Cena, va le mettre over. Pour un opener, le match est chouette. Pas trop long, John Cena n'est pas là pour catcher trop longtemps, il va catcher 10 petites minutes, c'est sympathique. Austin, il va prendre directement le contrôle du match pour que la foule puisse scander le nom de Cena. Cena est prise et comment pris par Austin Theory qui lui tient la nuque. Et alors que Austin place un slipper sur John Cena parvient à faire un comeback. Il enchaîne les mouvements que tout le monde connaît. Les 2 plongeons. Hop, il fait son 5 knuckle shuffle en remerciant la foule du retour qu'elle lui fait. Il prépare un attitude adjustment, mais Austin attrape les cordes et boum, ref bump. L'arbitre se prend l'épée Austin Theory est complètement sonné. John Cena finalement parvient à placer son STF, sa prise de soumission. Austin abandonne, mais l'arbitre est sonné et ne voit pas Austin abandonner. John Cena est un peu outré, il fait merde, mais qu'est-ce qui se passe? Il se relève et Austin en profite. Énorme low blow, digne des plus gros low blows d'MJF à la EW. Grosse hit et countdown 1, 2, 3 sur John Cena. Bon opener! Bon opener! Je trouve que c'est un bon opener parce qu'il a surpris les gens dans la foule et j'ai cru voir qu'il avait surpris bon nombre de fans de catch. Moi, je voulais voir une victoire d'Austin Theory, je trouvais ça logique. Mais c'est vrai qu'avoir ce match en match d'ouverture, là, on a tendance à avoir des matchs d'ouverture où le babyface gagne pour soulever la foule, pour qu'elle se prépare au show, pour la lever pour tout le show qui arrive. Là, on fait gagner le heel. On met une mini-clim à cette soirée qui a été forte en ovation de la foule. Mais elle s'est ouverte avec une petite clim, une victoire d'Austin Theory mi-over par la légende John Cena. J'ai rien à dire de plus, c'était un bon opener, il y avait du star power, très très simple, mais tant qu'Austin Theory est fini over, c'est principal. On peut soulever que oui, Cena, à son habitude, parle toujours trop fort. Hein. On l'entend communiquer à Austin Theory, on a entendu le slipper avant qu'il place son slipper, on l'a entendu.
Mais John Cena, on l'excuse, il s'en fout. Il est là pour mettre over en haut talent. Il a du star power, c'est une star complète. Et tant qu'il peut mettre en avant d'autres jeunes talents qui le méritent, comme aussi une théorie, eh ben on lui excuse le fait qu'il communique. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est John Cena, putain. C'est John Cena. Laissez-le tranquille. Vivant aussi une théorie, je suis très heureux. Passons à la suite. La suite, c'est le Spotfest de la WWE de WrestleMania 39, le Fatal 4-Way masculin. Et vous savez ce que je pense des Spotfest si vous suivez mes critiques de la AEW. Vous savez tout ce que j'en pense et tout le mal que j'ai à en dire. Tout le mal que ça fait au business. Le fait qu'on ait affaire à des gamins qui jouent au catch plutôt qu'à des lutteurs qui fassent véritablement du catch. Mais, en l'occurrence, ce Fatal 4-Way masculin à WrestleMania, c'était un Spotfest. C'était donc complètement débile. Mais c'était impressionnant. Pourquoi c'était impressionnant? Pourquoi là j'accepte? Pourquoi là je prends mon pied? Pourquoi là je jouis? Alors que côté AEW, je ne jouis jamais. Mais c'est parce que la WWE bride ses catcheurs pendant toute l'année, les empêche, à juste titre, de faire trop de mouvements what the fuck, trop de mouvements impressionnants, pour réserver, pour garder ces moments, pour que ces moments-là, ces shows annuels qu'on voit une fois dans l'année, explosent, que ce soit là où on les voit faire des trucs de dingue. Et du coup, quand ça arrive, quand on voit tous ces lutteurs être bridés toute l'année pour enfin exploser une fois dans l'année, déjà eux, ils mettent le paquet, et de deux, nous, on prend notre pied, nous on est surpris, nous on a la bouche qui se décroche parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. Contrairement à la WWE où on voit ça chaque semaine. Alors c'est peut-être pas moins impressionnant ou plus impressionnant, on est sur un statut similaire. Les deux matchs, si on compare ce match-là avec un match typique Spotfest de la WWE, c'est similaire en termes d'intensité des bumps. Sauf que là, c'est rare, là, c'est unique. Là, ça nous décroche la mâchoire, là, on est pris. Alors que la WWE, on est, ouais, Osef comme d'hab, quoi. C'est ça la différence. Et c'est pour ça que la WWE fait un meilleur travail. Je ne dis pas qu'elle ne bride pas trop ses lutteurs tout au long de l'année, je pense quand même qu'elle les bride trop, que ce qu'on voit en termes de match est trop classique, qu'on se fait souvent chier dans les matchs de la WWE sur un point de vue hebdomadaire, mais les résultats que cela donne en pay-per-view sont bien supérieurs à ce que la AEW propose. Clairement. Cela étant dit, parlons de ce match. Ce match, comme je dis, n'est pas cohérent. L'arbitre est rapidement enterré. Il a rapidement plus aucun pouvoir sur le ring. On sait rapidement plus qui est l'homme légal. Mais la performance des lutteurs est complètement ahurissante que, qu'on s'en fout, qu'on est là pour prendre notre pied. Alors allons-y. Ce match-là est là pour faire briller tous les lutteurs par équipe, tous ces lutteurs de la mid-card qu'on voit très très peu et que là on peut les voir briller enfin. Et allons-y. Ricochet qui fait son shooting star press depuis les cordes à l'extérieur du ring. Impressionnant. Braun Strowman, le monstre qui est monté sur la 3e corde pour faire un putain de splash. La foule s'est soulevée. Tout comme Ivar, le viking de 150 kg qui fait un moonsault et qui tombe à même le sol. C'était impressionnant. Chad Gable, le petit Chad Gable, chuch, qui fait son rolling German suplex sur Braun, putain de Strowman, bordel de merde. Il l'a calé sur lui, c'était absolument ouf. Angelo Dawkins qui a arrêté la course de Braun Strowman qui faisait le petit train autour du ring avec un clothesline massif, et Montez Ford qui a fait un splash gigantesque sur Ricochet qui avait les genoux d'Angelo dans le dos pour la victoire. Les Street Profits remportent, ça m'a surpris, c'est chouette parce que je pensais que les Vikings allaient remporter le match. Si vous avez suivi mes pronostics de WrestleMania, vous constaterez que c'est le seul match où j'ai eu tort, en tout cas pour l'instant, on attend la nuit 2, mais c'est le seul match où je me suis gouré de pronostics. Mais victoire des Street Profits, c'est chouette, ça marche. Ils affronteront donc les tenants en titre des ceintures par équipe, c'est très très chouette. La seule chose que j'ai pas aimé, parce qu'il y a quand même une chose que j'ai pas aimé pendant ce match, c'est que qui dit Spotfest dit que tout doit être fluide. C'est clairement du grand spectacle, il n'y a pas beaucoup de storytelling, donc tout tient par la fluidité. Et donc dès que cette fluidité est cassée, dès qu'on voit que ce qu'on voit est faux, que c'est une chorégraphie, qu'ils ont fait une erreur, ça nous sort un peu du match. Et c'est pas produit à un seul moment. C'est le spot
où on a les Vikings avec Valhalla qui sont au niveau des cordes et qui font des têtes genre ils ont fait des voilà ils sont un peu dominants là, ils font des grosses têtes et derrière eux il y a Braun Strowman qui arrive, qui fait dans leur dos, qui les attend qu'ils se retournent. Ils ont mis entre ces deux moments un replay et du coup les Vikings étaient censés attendre, prendre la pause, faire pendant le replay. Sauf qu'on a vu en petite vignette que les gars, ils se sont relevés un peu trop tôt, ils se sont retournés. L'arbitre leur a dit les gars, pas encore. Il y a encore le replay qui est sur la télé. Donc attendez, gardez la pause. Donc ils étaient en train de se retourner, ils sont direct fait oh merde, ils sont revenus dans les codes, ils ont fait le replay s'est enlevé. Et là, ok, vous pouvez y aller. Ils sont retournés et Braun Strowman les a mangés. Voilà. Donc effectivement, ça on se dit, bon bah voilà, là ça montre clairement que c'est faux. Mais pour tout le reste, c'était calibré, c'était un spot fest calibré, fluide et oui, jouissif. Passons à la suite, Seth Rollins affronte le phénomène des réseaux, Logan Paul. Logan Paul, vous savez ce que j'en pense si vous me suivez. Le gars, il est talentueux comme pas possible, il a un don pour ça, il a un don pour le catch, c'est abusé. Il a une hit naturelle, c'est un parfait heel, arrogant, prétentieux, il est parfait, il est lui-même en finale. Mais sur un ring, il démérite pas. Son match face à Roman Reigns était dingue. Il a soulevé les foules, il a prouvé à tout le monde le contraire. Et là, il a l'occasion d'affronter Seth Rollins, l'un des meilleurs workers au sein de la compagnie. Avant de parler du match, les entrées, comme d'habitude, WrestleMania, les entrées sont dingues. L'entrée de Logan Paul avec sa tyrolienne, où il se prend pour je sais pas qui, il se fait entrer à la Shawn Michaels, ça marche de ouf, ça marche avec son personnage. Et Seth Rollins qui est over actuellement uniquement grâce à sa musique, et bah l'entrée met en avant sa musique pour le mettre over, chef d'orchestre, la foule qui chante, oh, 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 boum, et Seth Rollins rentre dans une tenue pas possible. Parlons de ce match. On va surtout parler de Logan Paul parce que Seth Rollins n'a plus rien à prouver, il a une marge de progression très très faible. Maintenant Seth Rollins il est un peu au prime, c'est très compliqué pour qu'il progresse. Par contre Logan Paul a encore une grosse marge de progression et c'est intéressant de voir à quel point il avait progressé depuis son match face à Roman Reigns. Et le mec a progressé de dingue, le mec a encore progressé de dingue, il a progressé sur son selling, il vend beaucoup mieux, ses offenses sont moins brouillonnes, il sait mieux où se tenir sur un ring et justement il sait rendre plus visible ses offenses. Il catch vraiment bien. J'ai l'impression qu'il a amélioré son cardio aussi. Il est un peu moins essoufflé que face à Roman Reigns. J'ai l'impression. Il prend le temps de gérer la foule. Il prend le temps de prendre de la hit. Il a aussi ajouté des prises de soumission à son arsenal. Bref, le mec, il a changé. Il est revenu, il a changé. Et les deux hommes ont proposé 20 minutes de match, de catch, de très très bonne action. On a ce moment où Seth Rollins va briser les os de la main droite de Logan Paul, cette main droite qui lui sert à faire ses punches qui ont mis KO Seth Rollins plusieurs fois pendant la construction du match. Et justement, à un moment, Logan Paul va placer cette droite légendaire qui n'a jamais paru aussi brutale. Le signe de Rollins est parfait, l'offense de Paul est insane, ce punch il marche du feu de Dieu. Très beau travail de catcheur. Mais justement, il vient de se faire briser les os de sa main, donc il scelle la main. Rollins c'est KO, mais Logan Paul est en train de sceller la main, il a extrêmement mal et il met trop de temps à faire le tomber. Et Seth en profite pour kick out. Pop de la foule. On a la mascotte de Logan Paul, c'est un pote à lui, c'est KSI qui est déguisé en boisson. Donc voilà, il révèle que c'est KSI justement. Et là, il prépare le spot qu'ils avaient fait face à Roman Reigns. KSI commence à sortir son portable et à enregistrer une vidéo où Seth Rollins s'est placé au niveau de la table des commentateurs pour que Logan Paul lui saute dessus. Donc ça rappelle ça, sauf que alors que KSI lance sa vidéo, au moment où Logan Paul s'apprête à sauter, Seth Rollins tire KSI sur la table et Logan Paul il saute, il fait un oh shit et il splash son partenaire pour casser la table, la foule elle pop comme pas possible. C'est génial et j'ai hâte de voir la vidéo de KSI justement, j'ai hâte de la voir. Les deux, ils sont sur le ring. Logan Paul, il te sort un JTS, un go to sleep sur Seth Rollins. On a quelques chances CM Punk du coup. Il suit ça d'un 5-star frog splash, mais il s'arrête pas là. Il s'apprête à faire un coast to coast. Là, je me dis, mais putain, mais le mec, il vole tous les mouvements signature des autres catcheurs. Mais il peut se le permettre puisque c'est une star des réseaux qui joue au catcheur. Ça marche pour son perso, ça lui donne du grain, ça en fait un très bon heal à temps partiel en fait. Sauf que lorsqu'il fait le coast to coast, Seth le contre d'un super kick. Logan, il le scelle extrêmement bien. Boum, curb stomp pour la victoire. Bah waouh,
très très bon match de catch. Ce n'était pas un spot fest, ce n'était pas des mouvements qui allaient dans tous les sens. Le match n'était pas que impressionnant sur ses manœuvres. Il racontait une histoire. Les deux mecs ont scellé, les deux mecs ont essayé de se soumettre, les deux mecs voulaient gagner et ont essayé de gagner tout du long. Grosse offense, tout le temps. Et les faciès c'était bon. Les deux, Logan Paul comme Seth Rollins, on a été sur un très bon match de catch. Jusqu'à présent, c'est de loin le meilleur match de catch et je me suis dit, putain, va falloir s'accrocher pour dépasser le niveau de la qualité de catches qu'on propose ces deux gars. Vous verrez, nom de Dieu. En tout cas, très très bon match de catch. Bravo à Seth Rollins, bravo à Logan Paul. Hâte de voir la suite de ces deux lutteurs. Il est temps de souffler un petit peu, donc je vais profiter pour boire un petit coup d'eau. Après toute cette bonne action, comme je le dis, il faut redescendre un petit peu. Il est temps de souffler. Et donc oui, Triple H a mis ici les championnats tag team féminins. Enfin, je crois pas que c'est un match pour le titre, mais en tout cas, on a Becky Lynch, Trish Stratus, Lita qui affrontent Damage Control, Bayley, Dakota Kai, Io Sky. La foule clairement est redescendue. Et ce match, de toute façon, je vais vous le dire tout de suite, c'était clairement le match qui n'était pas à la hauteur selon moi. C'est un match qui était complètement passable, qui aurait complètement pu s'enlever de la carte. Je ne trouvais pas nécessaire de base, la construction n'était pas vraiment bonne. Et je trouve que les femmes n'ont pas été vraiment à la hauteur d'un match à WrestleMania. Entrée des femmes, les babyface, elles ont une entrée avec un effet de pluie un peu pourri à la Sin City, ça marche pas vraiment, l'image saccadée, enfin c'est... L'effet est pas terrible. Et ce match, pour moi, n'a pas fonctionné à cause de plusieurs choses. D'une, la première chose, c'est qu'il n'y a qu'une seule véritable star lors de ce combat, dans ce match, et c'est Becky Lynch. C'est la seule personne pour qui la foule peut potentiellement scander le nom, peut potentiellement popper lorsqu'elle fait des offenses. C'est la seule star du match, la seule personne qu'on a véritablement envie de voir. Et Becky Lynch est la personne qui va ouvrir le match et qui va passer du temps au sol, qui va occuper le rôle du babyface qui se fait martyriser pour hyper un hot tag pour Lita ou Trish Stratus. Et là est la faute pour moi. Là est la faute, j'aurais bien vu l'inverse. Avoir Lita ou Trish Stratus être au sol, se faire malmener par les heels pour hyper un tag pour Becky Lynch, pour que la foule fasse Becky. Là, la foule était un peu morte. On n'avait pas forcément envie de voir un hot tag sur Lita ou Trish Stratus, quoi. Les deux sont un peu mortes maintenant. Et justement, Lita, elle a un peu du mal dans le ring, hein. Lita, elle a du mal dans le ring, ses offenses, elles sont vraiment nazes. Trish Stratus, elle s'en sort un petit peu mieux, même si on voit que cet adversaire, elle l'aide clairement à plusieurs moments, notamment pour placer son cou, elle place ses deux jambes sur le visage de son adversaire et qui est sur la troisième corde pour la jeter ailleurs. Donc, d'une part, Becky Lynch, je trouvais qu'elle avait la mauvaise place, et d'autre part, les deux autres babyface n'étaient pas vraiment à la hauteur, je trouvais. Et même côté heel, c'était pas vraiment ça. J'ai à redire sur Io Sky. Parce que Io Sky, qui est une heel, alors que tout le monde est à l'extérieur du ring, prête à se prendre tout le monde est assemblé au même endroit, Io Sky, elle hype un moonsault, elle regarde la foule, elle a les yeux exorbités, elle lève les bras au ciel pour que la foule commence à hyper, à chanter, à l'acclamer, quoi. Et elle fait son moonsault, et je me dis, mais fais pas ça, putain, t'es une heel. Fais pas ça. Le but, c'est que tu te fasses huer par la foule, pas acclamer. Et je vois venir, vous allez me dire, mais oui, mais juste avant, t'as eu Logan Paul contre Seth Rollins, et t'étais le premier à dire que Logan Paul faisait des moves assez incroyables et ça marchait bien. Oui, mais la différence entre Logan Paul et Io Sky, c'est que Logan Paul peut se le permettre puisqu'il a une hit naturelle. Il se fait naturellement huer. Il aura beau faire des mouvements exceptionnels pour le plaisir, pour rendre la chose exceptionnelle, à la fin du compte, juste après, il se fera huer. Parce qu'il est comme ça, il est arrogant et tout le monde sait que c'est un petit connard. Donc il peut se permettre de faire des moves exceptionnels de babyface, puisque la balance pèse pour le heel. Ce n'est pas le cas pour Io Sky. Io Sky, elle n'est pas foncièrement détestée, et pourtant c'est une heel. Elle peut pas se permettre à ce point de hyper la foule pour un move. Et c'est pour ça qu'elle ne sera pas over, tant qu'elle continue à faire ça. Bref, le match est pas ouf, et à la fin, il devient enfin intéressant, quand quoi? Et quand il n'y a plus que Becky Lynch et Bayley dans le ring en 1v1, quand elles sont seules dans le ring, elles font de beaux petits échanges, sauf que c'est un peu trop tard, on est à la fin du match, on est un peu fatigué,
et ça dure pas très longtemps. À la fin, on a un super Man Slam pour la victoire. Bon, c'était un match transition qui était clairement trop long. Clairement trop long. Passons. Il est l'heure du match père contre fils. Rey Mysterio affronte Dominic Mysterio. Avant de parler du match, parlons de la construction, j'en ai déjà parlé, mais Dominic a fait un taf hallucinant pour construire son match face à son père. Je veux dire, son ta gueule maman, cette baigne qui se mange par son père qui met énormément de temps avant d'accepter le match pour qu'enfin il accepte que la foule se soulève. On n'a qu'une hâte en fait, c'est de voir Rey Mysterio péter la gueule à son fils, ce qui est assez dingue. Ils ont réussi à hyper ce match, et le match était à la hauteur. Je suis tellement heureux que ce match a été à la hauteur. Rey Mysterio et Dominic, hors kayfabe, ils ont dû être tellement heureux de partager ça ensemble, c'est ouf, ils ont dû être tellement contents. Les entrées, comme d'habitude, parlons des entrées. Dominic, avec tout son délire il sort de prison, c'est un mec un peu tough, un peu dur, il a eu la vie dure, etc. Il y a une petite vidéo où on le voit sortir de prison, justement, accompagné par des flics, et juste après, sur le ring, il rentre par une voiture de flics. Il se fait escorter par des policiers, par des faux policiers justement. Il a les menottes, il a la capuche, il y a le faux masque de luchador qui l'enlève très vite d'ailleurs. On lui enlève les menottes, voilà, c'est un mec, voilà, il sort de tôle et tout, bref. Il joue les bad boys, ça marche de ouf, la foule le hue. Et Rey Mysterio, quant à lui, se fait accompagner par motherfucking Snoop Dogg dans une putain de voiture avec la musique d'Eddie Guerrero. Et on sait à quel point Eddie Guerrero était important pour la famille Mysterio, mais aussi pour cette storyline où était de nombreuses fois mentionné. Bref, c'est lourd, c'est très très lourd. On a Aaliyah et la femme de Rey Mysterio qui sont aux premières loges, et le match peut se lancer. Et ce qui m'a surpris pour ce match, c'est que la foule a popé plusieurs fois, mais jamais pour le match en lui-même, jamais pour ce qui se passe en termes d'offense ou de selling. La foule a popé pour tout ce qui se passait autour du match. Et je trouvais ça incroyable, je trouvais ça génial. L'action, encore une fois, elle est simple, mais chouette. Mais ce qui a vraiment marché, c'est quand Dominic a commencé à prendre le dessus sur son père avec des petits coups bas, qu'il allait rejoindre sa sœur, qu'il lui a pris son gobelet, et que direct, il lui a acheté de l'eau à la gueule, comme ça, sans pression. Là, il s'est pris une hit de bâtard. Et plus tard, lorsqu'il va revenir, il va commencer à narguer sa mère. Et sa mère, elle va lui faire une claque intersidérale. Grosse pop de la foule. Rey Mysterio, il va enchaîner, il va s'occuper de son fils. Il va revoir sa femme, il va lui faire un bisou. Et boum, deuxième grosse pop de la foule. La foule est on fire, elle est à fond dans cette histoire. Et moi aussi, je suis à fond, j'adore cette histoire. Je trouve que ça marche du feu. C'est un petit bonbon, ce match. On a le Judgment Day qui va intervenir. Finn Balor et Damien Priest qui vont venir pour aider Dominic Mysterio à reprendre l'avantage. L'arbitre va être un petit peu distrait. Et on va voir Rey qui va se prendre un gros bump à un moment sur le coin du ring. C'est assez impressionnant. Je crois que Dominic va le lancer un peu en German. Ou je sais plus à quelle offense, mais Rey va faire un salto et se manger le coin du ring en plein dans la gueule. C'était assez impressionnant et je trouve ça incroyable que le mec il fasse encore des bumps comme ça à son âge. Il se dévoue à son sport et c'est un grand Rey Mysterio. C'est un très très grand. Une vraie légende. Dominic finalement parvient à faire le 619 plus le splash, mais Rey kick out, pop de la foule. On a Legado del Fantasmo qui arrive pour écarter Judgment Day, il n'y a pas trop d'interférence, ça dure pas trop longtemps, juste ils sont là pour évincer un peu Finn Balor et Damien Priest, c'est très bien pour qu'on ressente la tension sur le père et le fils. Dominic va profiter de l'arbitre qui est distrait pour sortir une chaîne qui était cachée dans le pull de Damien Priest, mais Bad Bunny va arriver pour le arracher. Encore une fois, une grosse pop. Rey envoie son 619 et son splash sur son fils pour la victoire. Bah c'était sympa, c'était à la hauteur des attentes, c'était un petit bonbon, c'était très jubilatoire, la foule a popé plusieurs fois et c'était le but. Dominic n'a pas remporté le match comme je l'avais prévu. Pourquoi ? Parce que cette soirée contient 3 matchs type passage de flambeau. On avait Austin Theory, John Cena. On va avoir Charlotte Flair face à Rhea Ripley. Et on avait Dominic contre Rey Mysterio. Il fallait en prendre un où le nouveau n'allait pas reprendre le flambeau. Il fallait que l'ancien conserve sa torche quelque part. Et c'était normal que ce soit ce match-là qui soit sélectionné. C'était le plus logique. Mais, même si passage de flambeau n'a pas été véritablement fait, c'est quand même Dominic qui a le plus brillé pendant ce match. C'est lui dont on va se rappeler. C'est lui qu'on va retenir.
C'est lui qui a eu tous les meilleurs, les passages où la foule a popé. La baffe de sa mère, l'eau sur la gueule de sa sœur, la chaîne, etc. Ces petites références à des guerreros. C'est lui qu'on va retenir. Donc au final, même si Rey a gagné le match, il a élevé son fils. Son fils a un avenir radieux. C'est un superbe heel de midcard, son fils. Il est génial. Il faut garder ce groupe, le Judgment Day, du moins avec Dominique, Damien Priest et Finn Balor. Faut au moins garder ça, parce que il grandit avec ce groupe. Il a besoin d'un groupe pour jouer les Kaira. Ça marche trop bien avec son personnage. Bref, bravo Dominique, bravo Rey. C'était un très bon match de catch. Très sympa. Je vais boire un petit coup d'eau pour la suite parce que là, il va falloir parler. Et il est l'heure. Il est l'heure pour mon moment waouh. Le moment waouh. Le titre de SmackDown féminin. La championne Charlotte Flair défend face à la gagnante du Royal Rumble 2023, Rhea Ripley. Ces femmes, putain. Ces femmes, c'est... Je vais vous le dire, c'était le match de la soirée. De très loin pour moi. De très loin pour moi. Elles ont style de show. Elles ont volé le show. Elles ont fait un taf incroyable. Incroyable. 24 minutes de combat. Et c'était pas une chorégraphie, c'était pas des filles qui jouaient au catch, des lutteuses qui jouaient au catch, qui faisaient un peu le catch. Non. C'était deux femmes qui se sont mis sur la gueule pendant 24 minutes. C'était un combat. Un vrai. Le rythme était impeccable. Plus le match avançait, plus les offenses s'intensifiaient, plus la dramaturgie devenait prenante. La tension ne faisait qu'augmenter. Et en vrai, c'était pas forcément gagné. Parce que, on le rappelle, la construction de ce match a pas été la meilleure. Je n'ai fait que saluer le travail de Rhea Ripley, mais je l'ai dit, elle a été seule pour construire son match. Elle a été très bien établie en tant que heel, elle s'est très bien établie en tant que heel badass, alors que Charlotte Flair, elle, s'est cassé la gueule en essayant de se builder en tant que babyface. C'était un échec. On n'avait pas de babyface derrière qui se ranger. Et donc c'était pas forcément gagné parce qu'au début de ce match, la foule est clairement rangée derrière Rhea Ripley, qui est la heel. Et elle ne soutient pas du tout unanimement la babyface qui est Charlotte Flair. Mais, malgré l'échec de Charlotte, elles ont pu toutes les deux rattraper le tir parce qu'elles ont proposé un véritable combat sur le ring. Ce n'est pas grave si on ne pouvait pas encourager Charlotte, parce que ce qu'on voyait, les offenses, les contre-attaques, les bumps impressionnants, Charlotte qui tombe tête la première sur chaque German suplex de Rhea Ripley, c'était absolument dingue. Elle s'est d'ailleurs légèrement ouverte le nez sur ce coup-là. On n'a plus besoin d'avoir quelqu'un pour qui enrager. On veut voir un putain de combat entre deux meufs qui se foutent sur la gueule et on veut voir Rhea Ripley triompher. C'est ça qu'on veut voir. Et pendant tout ce combat, pendant tout ce temps, on a Charlotte qui essaie de blesser la jambe de Rhea Ripley pour placer son figure four leg lock. Et on a aussi Rhea Ripley qui essaie de blesser le dos et le visage de Charlotte. Et pendant tout ce temps-là, les faciès, le jeu d'actrice des deux lutteuses, il est exemplaire. Il faut que tout le roster de la WWE et surtout de la AEW, elles regardent ce match. Toutes ces femmes lutteuses, il faut qu'elles regardent ce match et il faut qu'elles appliquent ce qu'elles sont en train de voir. C'est exemplaire ce qui se passe. Le selling, les yeux exorbités, la panique, la confiance, la colère, la frustration, tout y est. L'émotion est plus que présente. À un moment, Rhea Ripley chope Charlotte, elle fait son Riptide, pouf, kick-out de Charlotte. Et ça faisait un bout de temps que personne n'avait kick-out du Riptide, et la surprise se lit sur le visage de Rhea Ripley. Directement, elle essaie de soumettre son adversaire, mais Charlotte se dégage et elle lance un énorme spear sur Rhea qui, pareil, kick-out. Et là, on a atteint le moment charnier du match. Charlotte a des larmes aux yeux. Des larmes aux yeux. La foule est complètement rangée derrière Ripley. Les deux, elles se lancent des grosses offenses. À la foule, elle acclame Rhea. La foule, elle hue Charlotte à chaque offense. Tout le monde est accroché au match.
Et Charlotte parvient à placer son figure 4 leg lock. On rappelle qu'elle a vraiment blessé toute la jambe de Rhea Ripley. Elle place enfin son figure 4 leg lock, mais Rhea rattrape directement les cordes. Et là, pour le coup, on peut se demander, je pense que c'était ce qui était prévu de base dans le booking, mais on peut se demander si lutteuse n'aurait pas dû improviser et changer un peu le booking, histoire de donner un traitement de babyface à Rhea Ripley uniquement à ce moment-là. On avait atteint un moment du match où la foule était complètement rangée derrière Rhea Ripley, qu'elle est en train de se manger la grosse prise soumission de Charlotte Flair qui a fait taper beaucoup plus d'une lutteuse. Et on peut se demander si cela aurait pas valu le coup d'avoir Charlotte placer sa prise soumission au milieu du ring et que Rhea bataille, et qu'à ce moment-là où la foule était complètement dans le match, qu'elle dit non, qu'elle soutienne Rhea Ripley à ce moment-là. On aurait pu peut-être changer un peu le booking pour ce passage-là, mais bref. On a peut-être une occasion manquée, mais Rhea Ripley attrape les cordes et se dégage de la prise de soumission. Les deux femmes sont dans le coin. Rhea parvient à mettre KO Charlotte en étalant sa tête sur le poteau. Charlotte, elle vend ça parfaitement bien, elle est complètement livide, ses bras sont branle-ballant, elle ne répond plus. Rhea se place pour un riptide de la 3e corde, elle le met. Elle se place en position de domination sexuelle totale. 1, 2, 3. Nouvelle championne de SmackDown, Rhea Ripley. Énorme pop. Gros moment. Excellent match de catch. Superbe histoire. Superbes offenses. Super selling. Super faciès. Rhea, c'est déjà une grande du milieu. Et elle s'apprête à escalader encore plus ses échelons. La célébration est présente. Les feux d'artifice, tout cela est amplement mérité. Waouh! Quel banger! Quel banger! Selon moi, c'est pour l'instant le meilleur match de catch qu'a proposé la WWE en ce début d'année, depuis le début d'année je veux dire, et le deuxième meilleur match de catch que j'ai vu. Il est juste derrière Bryan Danielson face à MJF. On était face à un super match de catch. Waouh! Les femmes ont style de show. Les femmes ont style de show. Et au sol, alors que Rhea Ripley célèbre, on a Charlotte qui sourit. Et peut paraître étrange parce que dans le kayfabe, je me suis dit putain, pourquoi elle sourit, elle vient de perdre son match, pourquoi tu souris? Sauf que je lis aussi de la fierté sur son visage, sur son sourire. Alors peut-être qu'elle est fière d'avoir pondu un match aussi bon. Dans ce cas, ravale ton sourire parce que le kayfabe est plus important. Mais, on peut aussi y lire une fierté d'avoir passé le flambeau un adversaire à Rhea Ripley qui, enfin, le mérite. Une lutteuse qui mérite de reprendre le flambeau de Charlotte Flair. Et elle est fière, quelque part, de voir Rhea Ripley prendre ce flambeau. C'est ce que j'ai lu dans ce visage. Et à la fois, le kayfabe est un peu baisé, et en même temps, ce sourire, cette fierté qu'a Charlotte Flair pour Rhea Ripley, du moins c'est ce qu'on peut lire, et bah, il donne encore plus de grain, encore plus de joie à cette victoire de Rhea Ripley. Donc, bon, ça participe au moment, c'est chouette. Je suis sûr pour Rhea Ripley, c'est la putain de star des femmes dans tout le catch en ce moment. À l'heure actuelle, elle est au-dessus de tout le monde, clairement. Elle va être dans une phase de domination totale pour l'avenir, et c'est chouette parce qu'elle le mérite. Elle est au-dessus du game. Alors accrochez-vous, mesdames, parce que vous allez devoir vous surpasser pour prétendre prendre le titre de Rhea Ripley. Vraiment, avoir s'accrocher. Et il est temps encore une fois de souffler un petit peu. Et je vais vous dire comment j'ai vécu le segment suivant. Le segment suivant, c'est que j'étais très confus. Parce que après un tel banger, après un match féminin aussi bon, pour moi, ce match, c'était le main event. Ce match féminin, c'était le main event. Et donc, quand je vois le show continuer, quand je vois le Miz revenir sur le ring avec Snoop Dogg, dire que c'est de WrestleMania, qu'il veut un match à WrestleMania, qu'il ouvre donc un Open Challenge avec Snoop Dogg, et il y a Pat McAfee qui fait son entrée. Pat, il veut bien le match, Snoop Dogg, il rend ça officiel, le Miz, il est un peu confus. Le match est vraiment la con, le Miz, il se fait bolosser par Pat McAfee. Et en fait, pendant tout ce temps, je suis en mode... pourquoi ça passe après le main event, ce truc là? C'est quoi cette merde en fait? C'est quoi ce truc? Jusqu'à ce que je me rappelle que juste après on va avoir Sami Zayn et Kevin Owens face aux Usos, que j'avais complètement oublié. Je l'avais oublié parce que pour moi, encore une fois, les femmes ont tellement fait un travail de dingue que c'était le main event. Donc j'étais hyper confus. J'étais ah putain. Et donc au moment où je reprends mes esprits, là il y a un genre de foot qui arrive, qui faut un close line au Miz. On a Pat McAfee qui fait un dive sur le Miz. Il enchaîne ça avec un pound kick pour la victoire. Et voilà. C'était
Au départ, j'avais très peur que ce soit un truc qui passe après ce match féminin qui méritait le vrai main event. Mais bon, je me suis rassuré donc au final c'était juste une transition à la con. Le Miz, il vaut plus rien, et il est là uniquement pour faire des spots avec des stars et les mettre en avant, c'est rigolo j'imagine. Passons, ça n'a pas duré longtemps, il fallait pas que ça dure longtemps, passons au véritable main event. Et le véritable main event, c'est Sami Zayn et Kevin Owens qui affrontent les Usos pour les championnats par équipe indisputés. Avant de parler de ce match, il faut quand même revenir sur la construction. Si ce match a le main event, si Kevin Owens, Sami Zayn et les Usos ont le main event, c'est pas pour rien. Même si j'aurais préféré voir Rhea Ripley vraiment voir un main event parce qu'elle le méritait, parce que c'est la seule putain de star féminine, la grosse star over féminine, c'est Rhea Ripley. Bref. Si ces catcheurs ont le main event, c'est parce que tout ce qu'ils ont créé avec la Bloodline, c'est dingue. Cette histoire est absolument dingue. Et je comprends que c'est le main event. Je comprends tout à fait. Et quelque part, je trouve qu'ils méritent quand même d'avoir ce main event. Dans l'idéal, il aurait fallu 3 main events dans l'idéal. Mais bref. Construction de dingue. Les tensions, les rivalités, etc., etc. On arrive enfin au climax. Le match par équipe. 25 minutes de match. Et avant de parler de tout ce que j'ai adoré, parce que j'ai aimé beaucoup de choses dans ce main event, même si c'était pas mon match préféré, j'ai aimé énormément de choses, je vais directement évacuer mes réserves et vous expliquer pourquoi pour moi ce n'était pas le match de la soirée. C'était peut-être un peu trop long et un peu trop overbooké. Un peu trop de near fall. Vous savez, les near fall, c'est quand on kick out à 2.99999999. Un peu trop de near fall. J'avais parfois l'impression de voir un match indie de la EW. Ça me faisait un peu bizarre. Mais cela étant dit, si ce match reste quand même très bon, que ça reste quand même un très bon main event, c'est parce que l'émotion des lutteurs était archi présente. Le storytelling était archi présent. Comme pour le match Rhea Ripley face à Charlotte, la tension, elle montait. Les ingressions, elles s'intensifiaient et les faciès devenaient de plus en plus expressifs au fur et à mesure du match. Et justement, dans ce type de match assez long, le climax final, c'est là où l'émotion prend le dessus, où l'émotion est quasiment le seul facteur important d'un match de catch. Et le climax donc était extrêmement réussi parce que l'émotion de ces lutteurs était là, était présente tout du long. Donc le climax était réussi. Mais le match, c'est le début du match qui a un petit peu souffert, où l'émotion n'était pas forcément présente, où on avait affaire un peu à du catch indie, je trouvais, par moment. Et que c'était donc un petit peu long. Au début du match, Sami a énormément vendu, il s'est pris je ne sais pas combien de super kicks, et il résistait absolument à tout. Et tout ça c'est dommage parce que Sami Zayn a eu droit à plusieurs near fall pendant le match, plusieurs fois il prenait hyper cher, et il faisait des kick-outs à 2.999999. Mais il n'y a qu'un seul de ces near fall qui a véritablement marché, c'est celui de la fin. À la fin, le near fall de Sami Zayn a marché, ça a soulevé la foule. Mais tous les autres, je pensais qu'ils espéraient une réaction un peu plus grosse, et ça tombait un petit peu à l'eau. La foule était un petit peu morte. Est-ce que c'est dû au fait que on est au bout de 3h30 de show, que la foule est un peu fatiguée, qu'elle a déjà eu des trucs de dingue, qu'elle est un petit peu morte? Peut-être. Mais néanmoins, le fait est qu'il y a eu des near fall et que ça ne marchait pas forcément. Sami Zayn a pris trop cher dès le début, et paraissait un peu trop indestructible. Cela étant dit, les jeux de regard et la tension qui lient les 4 catcheurs est dingue. Les regards de Jey Uso, ils sont vraiment intenses. L'histoire qu'ils nous racontent, elle prend au fur et à mesure. L'histoire, elle prend, on est de plus en plus investi en fait. Kevin Owens à un moment se prend un gros bump de la part des Usos sur la table des commentateurs. Et c'est ce moment-là où Sami Zayn se fait un peu martyriser seul contre tous. Il se prend masse de super kick. Il se prend le 1D et kick out alors que personne n'avait jamais kick out du 1D. Gros facé sur le plan des Usos, c'est cool. Et là Sami Zayn se prend un hell of a kick de Jey Uso. Et il parvient direct à faire un suplex sur Jey. Et je me dis, ah putain, c'est too much. Le mec, il s'est pris je sais pas combien de coups. Il est là, il tient à peine debout. Et il parvient à enchaîner ça, c'est too much. Mais derrière, il y a Kevin Owens qui tend sa main.
Et le hot tag sur Kevin Owens, c'est fantastique, il est génial, l'émotion est prenante. Donc je suis toujours un peu divisé, je me dis, putain, c'est un peu trop ce que je vois. En même temps, je suis pris par l'émotion et par l'intensité que mettent les catcheurs dans ce putain de ring, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Kevin, derrière, il se prend le double splash des Usos et kick out du double splash des Usos. Et j'ai vu plusieurs adversaires perdre face à ce double splash. Puis, alors qu'il est sur le point de se manger une offense du haut de la part des Usos, Sami Zayn le sauve. Il prend le tag de Kevin Owens. Et là, il est seul face à Jey Uso. Et il lui enchaîne 3 Helluva Kicks. Et c'est le moment du match, c'est le gros climax. C'est le moment où les jeux de regard sont énormes. Les plans de Sami qui hésite avant de faire son Helluva Kick à chaque fois à 3 reprises, c'est génial. Entre chaque kick, on a Jey Uso qui est mort, qui est KO, qui est étalé sur le torse de Sami Zayn. Kevin Owens, lui, il gère Jimmy Uso et on s'en fout. L'instant est présent, l'instant est sur Sami Zayn qui fait ses kicks sur Jey Uso après toutes ces histoires, à être alliés, à s'entendre, à partager des moments intenses tous les deux. Ils en sont arrivés là. Troisième kick, troisième Helluva Kick, 1, 2, 3, victoire des Faces. Et je vais vous dire un truc, c'est que, comme vous avez pu le constater, ce match, je trouvais très bon. En termes, l'émotion a rattrapé tout l'overbooking de ce match. Il y avait suffisamment d'émotion pour que je sois pris dedans. C'était pas mon match préféré, à vrai dire, c'est mon troisième match préféré de la soirée. Il est derrière Seth Rollins contre Logan Paul, et il est surtout derrière Charlotte Flair et Rhea Ripley. Mais cette célébration d'après-match, je m'en rappellerai beaucoup plus que le match en lui-même parce que l'émotion était en présente. Parce que voir Kevin Owens et Sami Zayn célébrer ensemble une victoire de titre des plus gros champions par équipe dominants des temps modernes dans le main event de WrestleMania, Kevin Steen et Sami Zayn, je sais plus quel est le nom de Sami Zayn quand c'était un luchador, mais ces deux gars qui, on va pas se mentir, ils font tâche à côté de tout le roster de la WWE, de toutes les stars de la WWE, ils font tâche. Je veux dire, Kevin Owens, il ressemble à un boucher, Sami Zayn, il ressemble à un plombier, Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont comme nous, ils nous ressemblent, ils font partie du peuple. De voir ces deux mecs qui n'ont pas le look approprié pour devenir des stars à la WWE gagner un titre ensemble, alors qu'ils ont monté les échelons ensemble, qu'ils ont commencé ensemble, qu'ils se sont fait un nom ensemble. De voir ces deux mecs remporter un match important dans le main event de WrestleMania, c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. Et je pense qu'ils sont tellement heureux, c'est clairement, pour moi, c'est le plus gros moment de leur carrière. C'est le plus gros moment de leur carrière. Et c'est super chouette de les voir ici. De voir l'émotion qui dégage. On a la femme de Sami Zayn aux premières loges qui est en pleurs. Ce plan sur elle, il est fantastique. Et c'est ça qui est dingue. On verra où on va après ça. Je trouve que c'est une équipe qui est formidable, justement, avoir des catcheurs du peuple, quelque part, en champion par équipe. Je trouve qu'il n'y a pas meilleure place pour Kevin Owens, Sami Zayn. Il n'y a pas meilleure place pour eux. On a une véritable équipe qu'on a envie d'encourager, on a envie de soutenir, parce qu'ils font partie de nous, parce qu'ils nous ressemblent. Donc eux, ils vont avoir un futur radieux, beaucoup de défense de titre. J'ai hâte de voir leur match contre les Street Profits, ça va être sympa. C'est face contre face, donc ça va être sûrement pas une grosse rivalité, peut-être un match pour un weekly, mais voir qu'ils ont posé face à des équipes de heel un peu plus établies. Le Judgment Day par exemple, j'ai hâte de voir Sami Zayn et Kevin Owens face au Judgment Day. Quant aux Usos, waouh, qu'est-ce qui va se passer avec la Bloodline? J'ai pas envie de faire de prédictions, j'ai envie d'être surpris, j'ai envie de découvrir ce qui va se passer, de pas me prendre la tête, de voir, de prendre ce qu'ils me donnent, parce que j'ai confiance en eux. Les gars ont fait un taf de dingue. Bravo aux 4 lutteurs pour avoir réussi à faire un match de catch très très bon, malgré l'overbooking. L'émotion était au rendez-vous. Et bah putain, quelle nuit 1. Si la nuit 2 est à la hauteur de cette nuit 1, on a affaire là à un des meilleurs WrestleMania de tous les temps. J'attends avec impatience Roman Reigns face à Cody Rhodes. Est-ce que la Bloodline va s'éteindre? Selon moi, oui. Il le faut, c'est logique, il faut passer une nouvelle ère. Et cette victoire de Sami Zayn et Kevin Owens, c'est la première étape à cette nouvelle ère. C'était une super nuit. Si je dois retenir... Enfin, avant tout, bravo à tous les lutteurs, bravo à Triple H pour le booking, pour le placement des matchs qui était plutôt intelligent.
très intelligent. Je me suis pas fait chier de tout le show. Même si le match Becky Lynch avec Elita et Trish Stratus était selon moi en trop, et était placé au bon endroit pour que je reste quand même devant mon écran, que je sois quand même accroché. Mais surtout, s'il y a une personne à relever et à particulièrement féliciter, c'est Rhea Ripley. Pour sa performance lors de ce match, pour sa victoire du titre féminin, gros bravo à elle. C'était Kozak, j'ai hâte de la nuit 2, j'ai hâte de voir Roman contre Cody, j'ai hâte de voir ce que vous avez pensé. N'hésitez pas à écrire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette nuit 1 de WrestleMania, si vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi. Je vous lirai, je vous répondrai avec grand plaisir. C'était Kozak, prenez soin de vous, bande de fans de catch.